Here we Ah, go. c'est bon. Super. Ça C'est y est. parti, hein. Alors, attends, je regarde si ça apparaît. Bonjour à tous. Si vous nous voyez, j'espère qu'il y a des personnes. Hello. Ouais, grave. Ouais. Je vois une personne. Merci d'être rejoint. Yes. Ouais, cool, je vois le live. Ouais, moi, il y a un petit lag, mais je vois le live aussi. Je vois 6 personnes, super. Merci d'être venu aujourd'hui. On va attendre encore que d'autres personnes nous rejoignent. Mais ça fait déjà plaisir. Exactement. Ouais, c'est toujours les premiers. C'est une équipe de basket. Ouais. On voit les noms des premiers. On voit les vrais. On voit Voilà. les vrais qui viennent dans les moments difficiles. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. 24 personnes. On va attendre encore 2-3 minutes. Ouais, du coup, Nassim, n'hésite pas à faire quelques blagues ou small talk. T'es mal, là, lui. Il a écrit. Non, mais ouais. Moi, je note déjà deux cols roulés noirs, 2 personnes qui se sont prises pour Ouais, de ouf. Pourquoi? Mais ça fait mieux sur Harry Roselmack. J'ai pas reçu le mémo. Tranquille, on a essayé. Faut prévenir, hein, si on doit tous s'habiller de la même façon. Ouais, on va essayer. Non, mais de toute façon, ça va passer sur d'autres couleurs. On est à combien là? 25? Franchement, je trouve beau gosse. Il y a un petit Merci. style. Il y a un petit style. C'est quoi le thème? Feyrouz nous demande c'est quoi le thème du live. Je sais pas comment il a atterri dessus, mais peut-être que Mehdi, tu peux répondre des questions. On remercie. Feyrouz, c'est moi qui vais répondre. Parce que du coup, on est à 24. Du coup, en fait, on fait un live sur le parcours de Mathilde, qui est passé du 93 à l'École nationale de la magistrature. Voilà, rien que ça. Ça va, t'as pas trop la pression, Mathilde? Tranquille? Non, ça va, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Cool. Je pense qu'on peut débuter, Ce Mehdi. que tu dis, Vélo, c'est que même si tu sais pas ce que c'est, t'es quand même là. Ouais, ça c'est important. Quand même là, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mehdi, tu vas nous kick us off? Promis, c'était le dernier anglicisme. Attends, je vais arrêter de. Mehdi, go? Ouais. On t'entend plus là, non? Et il est passé où lui? Allô? Je pense que tes écouteurs fonctionnent pas, Mehdi. Il faut payer Bouygues aussi. Il n'a pas payé depuis 2-3 mois. Mais c'est ça, les gens, ils achètent des AirPods. Ouais, ils achètent des AirPods made in China. Qui sont venus aujourd'hui. Merci le petit chef, merci Feyrouz, merci Sherazade. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir Mathilde avec nous. Et donc, je te remercie encore. Vous m'entendez ou pas? Ouais, mais ça va doucement. Mais je sais pas si c'est toi qui parles doucement ou si c'est le. Mais vas-y, continue. Vous m'entendez ou pas? Mehdi? Bon, problème technique. Ouais, on t'entend. Oui. Je vous entends, c'est bizarre. Ok. Ah là 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 là. Va. Sinon, Pierre, peut-être l'introduction globale, Nassim. Je sais pas si tu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est très heureux parce que c'est notre deuxième live et on va recevoir une invitée de marque parce que c'est notre première interviewée qui est Mathilde. On va prendre quelques instants pour vous présenter un peu son parcours. Elle va prendre du temps en tout cas pour présenter son parcours. Et ensuite, on va aller suivre son parcours avec différentes ou avec des moments, on va zoomer sur des moments clés de son parcours, notamment au lycée, de son enfance à son lycée, au moment où elle a intégré la fac de droit. Et ensuite, elle va surtout nous parler de son orientation vers l'École nationale de la magistrature, qui est la même école qu'a faite Rachida Dati, qui nous dit
tous les jours qu'elle veut être sur Grinta, mais pour l'instant, on n'est pas sûr de pouvoir l'accepter. Mais voilà, ça va être ces 3 gros blocs, donc l'enfant jusqu'au lycée, le droit et un focus sur le NM. Et peut-être, Nassim, pour ceux qui viennent de se connecter, de découvrir la page, peut-être un rappel sur le concept global. Exactement. Merci Bilal. Donc, en fait, le concept global, c'est comme aujourd'hui, ça va être de recevoir des personnes et des personnalités qui ont réussi dans leur domaine, qui n'avaient pas forcément toutes les clés pour réussir au départ et qui vont partager avec nous leur parcours et comment ils ont réussi à passer les barrières et les challenges qu'ils ont rencontrés. Et d'un autre côté, partager avec nous des conseils très pratiques et actionnables qui vont nous permettre à nous aussi de pouvoir profiter de leur expérience. Et ça, on va le faire dans des domaines très différents, que ce soit le sport, la politique, la diplomatie, la mode et le design, par exemple. Mais sans plus tarder, si Mehdi, t'es in encore ou toujours pas? Je crois que Mehdi, on a perdu totalement Mehdi. Les joies du live. Et désolé, c'était censé être. On va faire une cagnotte Litchi pour la connexion de Mehdi. Mais je pense qu'en attendant, sans plus tarder, on va laisser la parole à Mathilde, qui va nous donner l'honneur et la joie de nous présenter son parcours de façon générale d'abord et plus spécifique ensuite. Donc, Très bien. Et peut-être juste Mathilde, donc on a perdu Mehdi, mais je crois que tu connaissais déjà Mehdi, donc si tu peux commencer un peu avec l'origine de cette rencontre et ensuite débuter sur une présentation globale de ton parcours. Ok, très bien. Bah, déjà, merci à vous, Nassim, Bilal et Mehdi de m'avoir proposé de témoigner. Ça pourra peut-être donner l'envie des étudiants de faire du droit et encore plus de tenter l'ENM, qui est un concours qui est assez difficile, mais on y rentre. Donc, moi, je connais Mehdi de l'école de commerce que j'ai faite, qui est l'ESCP Europe, que j'ai faite en complément de mes études de droit, ce qui m'a beaucoup ouvert l'esprit et ce qui m'a en plus après donné envie de revenir au droit et de faire l'ENM. Donc, ça montre bien que tous les chemins mènent à Rome. Donc, Mehdi, il était avec moi en option entrepreneuriat. Et on est parti d'ailleurs à Shanghai ensemble. Donc, voilà. Ah, stylé. Il doit y avoir quelques anecdotes croustillantes. Et si on a le temps, on essaiera de les couvrir. En plus, il n'est pas là, donc c'est le moment de tout lâcher. Trop cool. Du coup, alors attends, j'essaie de regarder un peu la. Peut-être, Mathilde, si tu peux nous décrire un peu ton adolescence, dans quel milieu tu as évolué et tes premiers pas liés aux études. Et surtout, à garder en tête, c'est d'où vient ta grinta à toi. Parce qu'on a tous notre grinta et on veut savoir d'où elle vient, la tienne. D'accord. Donc, moi, je viens de Pantin, dans le 93. J'y ai vécu. Là, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, ça fait quasiment depuis que je suis née que j'habite à Pantin. Mes parents ont déménagé là-bas quand j'étais petite. Et donc, j'étais dans les écoles de Pantin. Et donc, j'ai pu bénéficier de ce qu'offre le 93 en termes d'activités extrascolaires, de théâtre, la musique, les arts plastiques. C'est un département très dynamique en termes d'activités pour les jeunes. Moi, assez jeune, j'étais assez littéraire et ce qui m'intéressait, c'était les enjeux de société. J'aimais bien créer des journaux, j'aimais bien connaître ce qui se passait politiquement, c'est des choses qui m'intéressaient. J'étais intéressée par aussi les injustices, j'étais assez révoltée, j'étais assez engagée. Je le suis toujours. Et par exemple, au lycée, moi, j'ai fait S parce que tout le monde m'a dit que c'était la voie royale, mais ça m'a pas du tout plu. J'aurais préféré faire L. Mais bon, j'ai fait S parce que voilà, les bons élèves faisaient S et moi, j'étais bonne élève. Du coup, tu as fait allemand aussi. Ouais, voilà, j'ai fait la totale. Allemand, S, voilà, beaucoup de frustration. Voilà. Pas les Allemands, Bilal. Ah, on t'a retrouvé. Vous étiez en allemand aussi? Team espagnol. Ah ouais. Ah ouais. Team allemand. Cool, Mehdi, du coup, ta connexion s'est rétablie?
Ouais, normalement, ça devrait être bon. Ok, top. Du coup, juste. Merci d'avoir été patient. On a commencé avec une question générale pour Mathilde, Ouais. un peu l'origine de sa grinta et ses premières années et l'environnement dans lequel elle a évolué. Et elle était en train de répondre. Et du coup, tu peux prendre la suite, Mehdi. Super. Et du coup, non, moi, c'est en fait la question hyper importante que j'avais pour toi, Mathilde, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé, c'est à la fin de ton lycée, comment est-ce que tu te dis, moi, je vais faire du droit? C'est l'histoire plutôt d'un échec. Donc, je pense que ça intéressera la team. Moi, mon rêve, c'était de faire Sciences Po après mon lycée. Et donc, j'ai préparé Sciences Po pendant ma terminale en S. Ce qui était en fait la S, ça servait à rien pour Sciences Po, c'était la cata. Et donc, en fait, je me suis plantée royalement. Mais dans tous les IEP de France et de Navarre, Sciences Po Paris, je me suis tapé que des 7. Enfin, je me suis vraiment plantée. Sauf que j'étais quelqu'un de déjà assez organisé. Et je m'étais dit, si je me plante, j'ai d'autres options qui me plaisent. Et c'est comme ça que, en terminale, j'ai postulé un double diplôme à Assas. Donc, ce qui me permettait de faire 2 ans à Dublin, 2 ans à Assas. Et parce que j'étais bonne en anglais et ma prof d'anglais m'avait dit Mathilde, vous parlez bien anglais, vous allez progresser, c'est pas grave si vous n'êtes pas encore bilingue. Et donc du coup je me suis motivée, j'ai postulé, et j'ai raté tout Sciences Po, tout Aix-en-Provence, Grenoble, j'ai tout raté, mais par contre j'ai pu partir en Irlande à 18 ans, faire du droit. Top. Stylé. Trinity Et College. du coup, c'est Non, j'étais à l'University College Dublin, c'est un peu l'ennemi juré de Trinity. donc évite, s'il te plaît, Nassim, de rappeler ça. On va essayer de mettre à l'aise Mathilde, s'il te plaît. Nous, on est pour UCD. En fait, depuis le début, on est pour UCD. Merci du coup, Mathilde. Et moi j'ai une question du coup, sur le droit. Comment ça s'est passé? Parce que ça me paraît un peu compliqué de partir à 18 ans en Irlande, dans un pays où tu maîtrises, tu vois, un petit peu la langue, mais que c'est finalement pas aussi facile que le français. Écoute, moi à la base j'hésitais avec les classes prépa, sauf que j'en avais un peu ras-le-bol de l'ambiance lycée, classe, cours, etc. J'avais un peu envie de liberté et donc à 18 ans, j'étais hyper contente de partir à l'étranger, même de galérer, ça faisait partie de mon tempérament. J'aimais bien sortir de ma zone de confort. Et bon, au début, j'étais incapable de prendre des notes en anglais. C'était hyper rapide, je comprenais pas trop. Et en fait, en 1 mois, tu t'habitues, tu te mets dans le bain et tu prends sur toi. Et c'était une bonne école. D'accord. Super clair. Et du coup, est-ce que tu as des histoires un peu stylées à partager sur les Irlandais ou sur son expérience en droit? Je crois qu'il n'y en a pas dans les téléspectateurs, donc t'inquiète, tu peux parler librement. Les Irlandais. La différence fondamentale, c'est déjà leur consommation d'alcool. Donc déjà, nous, nos soirées étudiantes, on boit beaucoup. Sauf qu'en Irlande, ils boivent à partir de 18h. Donc c'est 18h jusqu'à 2h. Parce qu'à 2h du matin, t'es trop sourd en fait, pour continuer plus longtemps. Ce qui fait que en fait, ça te permet d'être à 8h30 le lendemain, plus ou moins frais, puis tu t'es couché plus tôt. Donc ça, c'était un rythme scolaire assez intéressant, je dois dire, culturellement parlant. Pas culturellement, arrête. Et en termes d'expérience, ils sont très. Les anglo-saxons, c'est pas la fac à la française, c'est l'université où tu as des plus petits cours, les profs sont beaucoup plus disponibles, tu peux leur parler plus facilement, ils répondent à tes mails. Donc c'était les études sont quand même beaucoup plus chères. Moi, je payais pas les frais irlandais, mais de base, c'était les frais qui sont beaucoup plus élevés en Irlande et en Angleterre. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a un rapport qui est quand même un peu plus, qui ressemble un peu à l'école de commerce ou Sciences Po, c'est un peu plus intime. Donc ça, c'était assez sympa à 18 ans aussi d'avoir ce côté un peu plus classe. Et puis, comme expérience chouette que j'ai pu faire, je suis partie faire un concours de plaidoirie à Oxford quand j'étais à Dublin pour représenter l'université de UCD. Et c'était hyper. J'étais logée dans Oxford, donc imaginez des salles un peu comme Harry Potter, immenses, avec des banquets, c'était magnifique.
Non, ça m'a rien coûté. L'université payait tout. Donc, il y avait plein d'opportunités assez sympas. J'ai perdu, encore une fois, mais moi, c'était une chouette expérience. T'es une guerrière. Moi, je rebondis sur l'échec. Ouais, c'est de la grinta, c'est top. On n'a plus à justifier ta présence. Jusqu'à la fin, exactement. Mais du coup, non, super. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait, dès la fin du lycée en France, aller tout de suite à l'étranger. Donc, c'est super intéressant comme parcours. Ouais. Est-ce qu'il y a des doubles diplômes comme ça ou est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui voudraient faire pareil que toi? Alors moi, personne dans ma famille connaissait ces plans-là. C'est juste que je m'étais dit, si je rate Sciences Po, il me faut un plan aussi stylé que Sciences Po. Et donc, j'ai vraiment saigné tous les sites internet. J'ai saigné quand j'étais en terminale, je me suis dit, si je rate, il me faut un super plan B. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y a plein de doubles diplômes en droit, Assas, Sorbonne, Nanterre, qui sont accessibles, qui sont très sélectifs, mais j'étais pas dans un lycée franco-anglais, j'étais bonne élève sans être un génie. Donc en fait, ça se fait vraiment. Seulement, j'étais hyper motivée, donc j'ai fait une super lettre de motivation. Moi, j'ai jamais eu la flemme, tu vois, je me suis toujours bougée. Et c'est ça qui a dû payer. Et en fait, il y a plein de doubles diplômes. Et surtout, il y a un autre bon plan, mais je ne le savais pas à l'époque, donc j'en profite. La fac au Canada est gratuite pour les Français. Donc, tu peux partir dans des facs au Canada et c'est gratuit, les frais de scolarité pour toi. Et donc, je pense que ça peut être une super expérience. Ouais, grave. Trop cool. Moi, je passe le cours aussi à mes amis canadiens. J'ai un drapeau québécois et un drapeau canadien ici. Donc, j'approuve le message. Je vous encourage vraiment à aller au Canada. Peut-être pour rebondir sur ces doubles diplômes, puisque c'est vrai qu'il y a le droit classique, mais il y a aussi ces doubles diplômes. Et il y en a. Et juste, moi, il y avait quelqu'un qui avait fait, que j'avais rencontré, qui avait fait une prépa Hippocagne et droit en même temps. Ouais, je sais qu'il y a plusieurs lycées qui proposent. Je crois que c'est à Victor Duruy. Oui, tout à fait. Et ça, vraiment, je pense que ça, c'est une vraie valeur parce que, par exemple, quand j'étais à Assas et que j'avais rencontré ceux qui faisaient droit éco, bah, eux, jusqu'en L3, c'est vraiment les gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Tu vois, ils sont en droit éco, ils ont vraiment le champ des possibles qui est ouvert devant eux. Et c'est ils choisissaient en M1 ou en M2 parfois leur spécialisation. Donc, pour ceux qui sont vraiment perdus, au pire, si vous êtes fort, vous pouvez toujours faire droit éco et le monde sera à vous. Ouais, mais je suis d'accord. Le droit éco à SAS, tu peux aller en école de commerce après, tu peux aller à Sciences Po. Enfin, les passerelles sont plutôt pas aussi. Enfin, c'est pas si difficile et ça vaut le coup en plus. Ouais. Super. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Parce que des fois, c'est pas connu. Et du coup, toi, Mathilde, tu as emprunté une de ces passerelles ensuite, par la suite. Donc, tu as fini ton diplôme en droit et ensuite, tu as changé de parcours, n'est-ce pas? Voilà, donc moi j'ai fait 4 ans de droit, donc j'ai un double master. Et en fait, j'ai fait plein de stages pendant ce temps pour un peu voir si j'aimais être avocate parce que c'était un peu le but au début. Et en fait, encore une fois, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. C'était pas hyper bonne ambiance. Après, j'ai pas eu forcément les bons stages. Hein. Après, là à l'ENM, j'ai fait un stage avocat qui était génial, donc ça dépend. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop plu. Et surtout, je trouvais que le droit. Enfin, j'avais envie de faire de l'économie. Je trouvais que le droit, ça nous. Pour comprendre tout ce qui est les enjeux actuels, faire de l'économie et de la finance, c'était assez complémentaire. Et donc, j'ai fait un master de droit des affaires et ensuite, j'ai fait la passerelle pour tenter les écoles de commerce. Et j'en ai eu une. Et j'ai eu Sciences Po aussi. J'ai eu Sciences Po et j'ai eu l'ESCP et j'ai choisi l'ESCP. La revanche. Et juste, Mathilde, qu'est-ce qui t'a incité à privilégier l'ESCP du coup? Est-ce que tu disais l'aspect plus business ou? En fait, c'est vrai que c'était l'aspect plus business, encore plus international parce qu'à l'ESCP, il y a énormément d'étudiants étrangers. Et l'aspect un peu plus matheux, dans le sens où Sciences Po, il y avait une connotation un peu littéraire, alors que l'ESCP, en termes du côté un peu plus maths, finance pure,
ça me paraissait un peu plus crédible. Alors aujourd'hui, avec le recul, en fait, ça se vaut vraiment. Donc, je nuancerai beaucoup ce constat. Mais à l'époque, j'ai pensé comme ça. Et en plus, là, on est sur Grinta, donc je vais être aussi très sincère. J'avais un copain à l'époque. Balance. Mon mec était à l'ESCP. Donc, ça aide aussi. Now we talk. Ouais. C'est des choix de vie. Nice. Et c'était pas Mehdi, du coup. C'était pas Mehdi. C'était pas Mehdi. Il aurait été flatté. Mais c'était pas Mehdi. Mais du coup, donc, tu as fait l'ESCP. Et comment ça se passe, du coup, l'ESCP pour toi en venant du droit? Est-ce que ça t'a servi d'avoir fait du droit avant? Est-ce que c'est En fait, l'ESCP, j'ai fait que des matières qui n'avaient aucun rapport. Donc, c'était un bol d'air frais. J'ai pu faire de la finance, de l'économie, du marketing. Et surtout, comme je me cherchais vraiment, je ne savais pas du tout quel métier j'allais faire. Donc, j'étais contente d'avoir encore une nouvelle page qui s'ouvre à moi. Initialement, même quand je devais chercher un stage, j'avais postulé dans des stages de marketing parce que bêtement, je m'étais dit, bon, je ne suis pas hyper forte en maths non plus. Donc, vas-y, le marketing. Et j'étais prise chez L'Oréal, chez Givenchy. Enfin, tu vois, le SCP, tu peux un peu tout tenter et voir un peu ce qui te correspond. Et finalement, j'ai pas du tout choisi ces stages, j'en ai choisi d'autres et je pense qu'on en parlera après. Mais c'est vrai que ça m'a permis vraiment de revoir tout à zéro. Ouais. Ok, super clair. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous encourager à regarder notre premier live sur les écoles de commerce, si ça vous intéresse de savoir comment accéder aux écoles de commerce, les différentes voies, etc. Prépa, pas prépa. Mais du coup, ouais, moi, je suis hyper curieux d'entendre parler de tes stages. Qu'est-ce que tu as décidé de faire du coup si tu n'as pas fait du marketing? Moi, j'avais fait pendant mes études de droit, stage avocat, stage juriste d'entreprise. J'avais même été à la Banque de France sur endettement. Ils prennent des vacataires et c'est hyper intéressant socialement parce que tu es en face de la misère vraiment sociale et ça te permet vraiment de te rendre compte des enjeux économiques vis-à-vis de ça. Donc, c'était vraiment très intéressant. Mais là, je voulais vraiment faire du privé et faire autre chose que du droit. Et en fait, j'étais très attirée par l'international de base parce que j'avais été à Dublin, etc. Et j'ai postulé dans une summer school de Canal+ en Afrique. Ah ouais, stylé. Ouais, c'était un programme de Canal+, je crois que c'est toujours en cours, qui s'appelle l'Africa Summer School de Canal, ce qui te permet de faire un stage entre 3 et 6 mois dans un pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone. Et j'ai eu la chance d'être envoyée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce qui permettait de continuer un peu l'aventure à l'étranger. Ça change de Dublin. Ouais. Merci, monsieur Bolloré. Ouais. Mais ok, top. Mais il y a peut-être un truc aussi sur lequel on a passé un peu vite, c'est que tu faisais du droit des affaires avant. Ouais. Et juste pour ceux qui ne savent pas, le droit des affaires, c'est le droit qui font dans Suits. Donc, c'est le droit c'est les batailles. Des sociétés. Et Suits, c'est la série. Sociétés. Suits, c'est la série pour ceux qui n'ont pas compris l'accent de. Et est-ce que ça, c'était Est-ce que quand on fait du droit pour aller en école de commerce, il faut forcément avoir fait du droit des affaires? Ou est-ce que tout type de droit est assez complémentaire avec une école de commerce derrière? Alors, c'est une super question parce que j'ai plein d'exemples autour de moi qui ont eu le SCP avec la passerelle et qui étaient par exemple en droit public. Donc, c'est pas du tout du droit privé des affaires comme moi. Donc, on peut vraiment faire plein de choses, plein de parcours différents qui vont mener à l'ESCP du moment qu'on le justifie. D'ailleurs, moi, c'est un de mes regrets, c'est que j'ai fait du droit des affaires parce que je voulais rentrer à l'ESCP et que je m'étais dit, comme ça, c'est logique, voilà, ça fait sens. Et en fait, je n'aimais pas plus que ça. Je n'ai pas trouvé ça hyper. Ça ne me touchait pas plus que ça. Moi, j'aimais bien le droit pénal, par exemple. Et comme je m'étais un peu dit, ça ne sera pas crédible, ça va être bizarre, je n'ai pas osé. Alors que je pense qu'en fait, il faut faire ce qu'on veut. Et après, on trouvera toujours une histoire à raconter et on trouvera toujours un moyen de le justifier. Ouais. Peut-être qu'il y a une question là dans le.
peut-être une petite question là dans le live. Je pense que ça a intéressé ta remarque concernant les opportunités de stage proposées par Canal+. Et donc Fatma demande est-ce qu'il y a d'autres opportunités proposées et qui existent pour si on veut aller en Afrique pour des opportunités professionnelles. En fait, il y en a beaucoup. Ou même est-ce que... Ouais. Oui, Mehdi? Non, pardon, vas-y. En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à chercher des stages en Afrique de l'Ouest, je savais pas comment commencer. Et j'avais vu que Canal+ proposait ça. Et en fait, là, en fait, tous les groupes Bolloré proposent des stages en Afrique de l'Ouest. Donc, ça peut être vraiment une piste. Il faut penser en fait en termes de grandes entreprises. Il y a CFAO qui propose aussi des stages là-bas. Il y a le Champagne, par exemple, qui peut proposer des stages là-bas. Il y a Orange, tout à fait, qui est extrêmement implanté. Il y a tout ce qui est le cacao, l'agriculture là-bas. En fait, il faut plus penser, faut plus regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire et regarder s'il y a des boîtes françaises pour lesquelles on peut postuler là-bas. Et il y a le groupe Jumia, que vous connaissez peut-être, Jumia, qui est aujourd'hui la licorne en Afrique. Et qui en fait propose énormément d'opportunités pour des stagiaires. Et c'est ce que j'ai fait après Canal+ en restant à Abidjan, ce qui m'a permis à 23-24 ans de manager 50 personnes dans la capitale de la Côte d'Ivoire, dans une entreprise avec des grosses responsabilités. Donc c'est des stages qui sont hyper responsabilisants et très formateurs. Trop cool. Merci beaucoup, Mathilde. Je propose qu'on passe à l'ENM. Super. Mais du coup, juste une petite précision. Ouais, avec grand plaisir. Juste une petite précision. Une licorne, du coup, c'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard d'euros. Pour ceux qui nous regardent et qui savent pas forcément, qui ne sont pas familiers avec le monde de l'entreprise. Mais du coup, hyper intéressant de savoir que tu peux du coup aller bosser en Afrique de l'Ouest après une école de commerce et avoir autant de responsabilités aussitôt. Super. Donc, du coup, tu es sorti diplômé de l'ESCP et comment tu vois l'avenir à ce moment-là? Donc, quand tu es diplômé, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les options qui s'offrent à toi, etc. Bah, moi, j'étais hyper paumée. Je faisais plein de projets très différents et j'arrivais pas du tout à me projeter dans quelque chose de particulier. À l'ESCP, j'ai travaillé pour du bénévolat chez Wintegret qui s'appelle aujourd'hui Each One, qui est une association qui aide à l'insertion des réfugiés. J'avais fait un mémoire sur l'agriculture urbaine, donc j'étais vraiment sur toutes les grandes causes de ce monde, l'environnement, les réfugiés, enfin tout m'intéressait, mais j'étais du coup très perdue parce que je savais pas du tout quoi faire. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était continuer à un peu être dans des pays excitants, etc. Donc, j'avais postulé à des VIE et à des VIA en Afrique de l'Ouest. Et j'avais des propositions au Ghana et à Madagascar pour une entreprise où l'autre, c'était un fonds d'investissement à impact social et solidaire. Donc, j'avais des offres hyper intéressantes. Et ça devait commencer en septembre. J'étais en juin. Et je suis partie faire 2 mois du woofing en Corse et dans les Landes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du volontariat en agriculture biologique où on est logé, nourri, blanchi en échange de 5 heures de travail par jour. Donc, j'ai fait ça et ça m'a fait prendre vraiment beaucoup de recul sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Mais... Oui. D'accord. Non, vas-y, continue. Et en fait, en prenant ce recul, en prenant ce temps pour moi, 2 mois à déterrer des carottes, à déterrer des aubergines, à couper des aubergines, à planter des fraises, je me suis rendu compte que ce que je cherchais en fait dans mon travail, c'était l'aventure. Mais c'est pour ça que j'allais dans des pays qui étaient vraiment pas communs, tu vois, la Madagascar, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Mais qu'au fond, peut-être que la mission en elle-même, elle m'intéressait pas autant. Et il fallait que je réfléchisse à un métier où je trouverais de l'aventure en soi, pas juste le contexte, le pays. Et donc, ça a mené à une vraie introspection où j'ai vraiment, tout ça en plantant des carottes, en désherbant, voilà. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'avais un vieux rêve, c'était d'être juge des enfants, par exemple. Hyper classique, mais en même temps, c'est pour ça aussi que j'avais fait du droit, c'est que c'était quelque chose qui m'attirait. Et maintenant que j'avais fait le SCP, que j'avais vu que j'étais capable de réussir des concours,
que j'étais capable d'avoir des responsabilités, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne me prends pas un an pour passer ce concours qui est très difficile? Mais j'en ai déjà réussi des concours, et en même temps, si je rate, bah, tant pis, au moins j'ai essayé, mais c'est le moment de se lancer, sachant qu'en plus, je trouvais qu'avec mon profil, j'avais quelque chose à offrir aussi à la magistrature et je pouvais en parler à l'oral, ça pouvait être intéressant. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire un stage de 1 semaine dans un tribunal à Rouen, pour vérifier que ça me plaisait. Et j'ai adoré, j'ai rencontré des gens hyper intéressants et je pouvais utiliser tout ce que j'avais fait à l'ESCP dans le tribunal parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques et financiers. Et après, je me suis inscrite à la prépa de Sciences Po Paris pour préparer le concours, qui a accepté mon dossier alors que je n'avais pas fait de droit depuis 3 ans. Et je me suis mise à bosser. D'accord. Et du coup, le concours dont tu parlais, c'est le concours de l'ENM, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, Et je pense qu'il y a un petit... il y a un petit bug, mais tu nous entends ou pas, Mathilde? Ouais, oui. Tu pourrais juste expliquer c'est quoi la différence entre juge, magistrat et avocat? Parce que moi, j'ai appris ce que c'était une cour de cassation il y a 3 jours. Donc, si tu peux juste, c'est un monde qu'on ne connaît pas tous. Donc, tu peux juste expliquer la différence et quel est le métier, enfin, c'est quoi être magistrat? Ouais. L'école, en fait, là, je suis à l'ENM, donc c'est l'École nationale de la magistrature. Et en fait, dans les magistrats, c'est un corps où dedans, on va retrouver des juges qui vont être juges des enfants, juges d'instruction, juges aux affaires familiales, et qui vont vraiment prendre des décisions tranchées, qui vont émettre un jugement. Et à côté, on peut être aussi substitut du procureur, donc procureur, qui est aussi un magistrat, sauf que lui, il ne va pas juger. Il va représenter les intérêts de la société à l'audience. Donc, c'est la personne sur le côté qui va requérir une peine, qui va dire, voilà, j'estime que monsieur a commis cette infraction et qu'il encourt tant de prison. Et il va aussi diriger l'enquête de police pour les infractions qui ne sont pas aussi complexes que certaines qui vont nécessiter un juge d'instruction. Et donc, en fait, c'est 2 fonctions qui sont différentes, mais qu'on peut faire, on peut changer l'une à l'autre. Et puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les magistrats qui vont être magistrats par exemple, conseillers juridiques dans les ambassades dans le monde. Il y en a qui vont être détachés dans des ministères. En fait, l'ENM, ça ouvre à énormément de métiers. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée. C'était que je pouvais faire en fait beaucoup d'autres métiers. D'accord, super. Et du coup, est-ce que tu as vraiment que cette voie du concours-là pour entrer à l'ENM ou est-ce qu'il y a plusieurs voies différentes? Alors, en fait, il y a énormément de voies. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est connu pour dire qu'en fait, l'ENM, c'est toujours les mêmes étudiants de 24 ans, boutonneux, qui n'ont rien connu de la vie et qui sont magistrats, voilà, sans avoir rien fait de leur vie concrètement. Je trouve que c'est quand même assez faux. Bon, déjà, il y a des profils comme moi où j'ai pas fait que du droit et j'ai pas 24 ans, j'en ai 28. Et j'ai un peu travaillé quand même avant. Et surtout, il y a des gens qui ont fait Sciences Po, il y a des juristes, et puis il y a des personnes qui ont été avocates qui peuvent intégrer. Il y a même des directeurs d'entreprise qui peuvent intégrer et devenir magistrats. Il y avait par exemple un directeur d'un Carrefour qui était dans la promotion. Dans ma classe, il y a un garçon qui était ingénieur informatique et qui va devenir magistrat. Trop cool. Donc en fait, c'est extrêmement ouvert et il y a plein de concours pour tous les âges. Et des concours qui seront différents, évidemment. Moi, j'ai pris le concours où il fallait vraiment s'arrêter de vivre pendant 1 an, mais il y a des concours qui sont un peu plus light. Mais bon, ça reste quand même assez dur. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut y rentrer par plein de biais. D'accord, super clair. Et du coup, est-ce qu'à chaque fois, pour chacun de ces concours-là, tu as une prépa différente ou est-ce que c'est vraiment que les mêmes C'est-à-dire ? Est-ce que c'est vraiment que la prépa de Sciences Po qui va te préparer à tous ces concours-là ou est-ce que tu as d'autres prépas dans d'autres institutions? Est-ce que c'est comme à l'ENA où la prépa de Sciences Po est celle qui en place le plus d'étudiants chaque année? Oui, Sciences Po, oui.
C'est pour ça que j'avais postulé. Sciences Po en met beaucoup. En plus, c'est hyper agréable d'être à Sciences Po. C'est des locaux qui sont agréables. Il y a une super bibliothèque, donc c'était bien. Après, il y a les prépas des instituts d'études judiciaires des facultés. On appelle ça l'IEJ. L'IEJ d'Assas de la Sorbonne sont très bons aussi. Ils ont d'excellents résultats. Et en plus, je crois que c'est quand même un peu moins cher qu'Assas. Et il y a des prépas privés aussi qui ont d'excellents résultats. Et ce que je peux conseiller aux personnes qui ont financièrement, c'est un peu compliqué de payer une prépa, c'est soit passer par des IEJ qui sont beaucoup moins chers. Et à côté, il y a un emploi qui a été créé il n'y a pas si longtemps par le ministère de la Justice qui permet de travailler à mi-temps et de gagner 500 €, donc pour 2 jours par semaine, par mois. Moi, j'ai fait ça, ce qui m'a permis en fait d'avoir de l'argent de poche parce que je vivais chez mes parents, mais au moins d'être un peu indépendante financièrement. Et c'est que 2 jours par semaine, ça s'appelle assistant de justice. Et on peut faire ça dans plein de tribunaux. Moi, j'étais à la Cour de cassation, qui était une opportunité vraiment incroyable. Mais on peut être dans la Cour d'appel de Paris, tribunaux judiciaires de Bobigny. Et on est l'assistant du juge. Donc, en fait, on voit exactement ce qu'il fait tous les jours. Et c'est un bon plan, je trouve, pour tous ceux qui veulent passer ce concours. D'accord. Super clair. Et Mehdi, je vois qu'on a des questions. Ouais. Je vois qu'on a des questions dans le live sur la prépa en elle-même. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont en prépa actuellement, comme Léa, qui auraient besoin de conseils pour intégrer l'ENM et maximiser leurs chances? Et notamment des choses que tu aurais aimé savoir et que tu as peut-être apprises par la suite. Des ressources qui étaient utiles pour toi. Ok, alors je vais être très concrète, donc peut-être que les garçons, ça va un peu vous ennuyer parce que c'est vraiment de la cuisine interne au concours. Mais c'est un concours c'est un vrai marathon. Déjà, il ne faut pas tout donner tout de suite parce qu'il va falloir tenir très longtemps. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il va falloir apprendre par cœur, c'est des choses finalement assez réduites. Donc, c'est tout le droit public, mais pas le droit privé, en fait. Donc le droit civil, le droit pénal, il faut le réviser en ayant son code sous les mains et pour pouvoir tout retrouver dans le code et rien apprendre par cœur, si ce n'est les grandes définitions pour quand même pouvoir situer les grands sujets. Et donc, apprendre par cœur le droit public, ses fiches de culture générale, mais pour le reste, tout est dans le code. Et le but, c'est d'être vraiment hyper autonome parce que moi, j'ai raté le concours de l'ENM, je ne l'ai pas encore dit la première fois. Encore un échec, mais bon, là, j'y suis aujourd'hui. Mais j'ai raté la première fois parce que j'ai eu un sujet, mais mais un peu what the fuck le truc. C'était l'intention dans les infractions d'atteinte à l'honneur. J'ai pas du tout été inspirée. Mais c'était en fait un sujet pour vraiment voir ceux qui allaient se débrouiller et qui allaient un peu baragouiner une copie de partie, de sous-partie. Et en fait, il fallait juste se reposer sur son code. Et en fait, on ne pouvait pas réviser ce sujet. Donc, c'est pour ça que je dis que l'important, en civil et en pénal, c'est de vraiment connaître son code et d'être hyper autonome avec des grandes notions clés. Et de connaître les définitions, bien évidemment. Et en faisant ça, normalement, on est autonome sur n'importe quel sujet, même ceux où on ne sait rien dire, on ne sait pas quoi dire, en fait. D'accord, super clair. Du coup, juste avant de passer à ton expérience de l'ENM, est-ce que, je vois juste une question de Fatma qui demande si l'assistance de justice, tu l'as faite en parallèle de ton IEJ. Alors en fait, moi, j'ai pas fait l'IEJ, j'ai fait Sciences Po Paris parce que en fait, c'était un peu plus cher, mais mes parents ont accepté de payer un peu plus parce que en fait, on était beaucoup plus accompagnés qu'à l'IEJ et donc ça me rassurait. Et donc, et en fait, j'ai effectivement fait en même temps. J'ai fait Sciences Po Paris et en même temps, j'étais assistante de justice. Donc, je gagnais donc 500 € par mois, ce qui me permettait de mettre un peu de côté pour partir en vacances si j'avais envie et payer des frais un peu quotidiens, etc. Être indépendante financièrement, même si j'étais hébergée par mes parents. Et donc, c'est un emploi donc c'est 2 jours par semaine. Ça dure au maximum 2 ans. Donc, c'est extrêmement pratique. Et si en plus, ça, c'est un bon plan à savoir. Si en plus, vous n'êtes pas à l'IEP, à l'IEJ ou pas à Sciences Po et que vous êtes dans des prépas privés, vous pouvez toucher la prime de précarité qui est de 300 € par mois.
Donc, ça peut quand même, là, on est à plus de 50% d'augmentation de ton salaire. Donc, ça peut être un bon plan. Moi, j'avais fini la prépa assez tôt. Donc, en fait, j'étais plus étudiante et j'ai pu toucher cette prime sur plusieurs mois. Et ça, c'est quand même un gros plus quand financièrement, c'est un peu compliqué. Ah, mais ça, ouais, ça monte, là, les revenus montent à chaque fois que tu donnes un plan. T'as pas d'autre plan? Non, mais on ne sait pas. Moi, j'ai été au courant hyper tard. En plus, j'aurais pu la toucher beaucoup plus tôt. Donc, vraiment, regardez bien la prime de précarité. Super. Mais ça je pense que c'est un truc important. Peut-être juste quand on prépare un concours aussi compliqué, de se mettre dans les bonnes conditions. Parce que je vois parfois des étudiants qui me disent, mais moi, financièrement, je vais devoir forcément passer beaucoup de temps dans un taf à côté. Essayez toujours d'optimiser quand c'est possible et donc d'être à la recherche de ce type de plan. Donc, Mathilde, je pense qu'il faudrait juste que tu écrives un article avec tous ces plans-là. Mais voilà, je pense que c'est bien de se mettre dans les bonnes conditions. Et le mindset de c'est un marathon et je dois durer dans le temps, Ouais. c'est quelque chose qui est assez important parce que même moi, autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens se cramer très, très vite et pas réussir à tenir. Ouais, tout à fait. Super. Du coup, Mathilde, moi, j'ai une question hyper importante pour toi. Parce qu'on a beaucoup un peu teasé, tu vois, sur le fait que tu tenais un cœur humain dans une salle d'autopsie, etc. Quelle anecdote croustillante tu as un peu sur son expérience à l'ENM pour essayer de vendre un peu du rêve? Faut envoyer la Mathilde. Là, faut envoyer. En vrai, franchement, j'ai assisté à une autopsie d'un homme qui avait été pendu et donc on a la possibilité, on peut refuser, mais on a la possibilité d'assister à des autopsies. On était une quinzaine dans une salle d'autopsie avec un médecin légiste hyper sympathique qui nous a présenté le corps nu et qui a commencé en fait à le découper. Tout d'abord, il commence par la peau du cerveau. Il découpe en fait le crâne, il enlève le cerveau et il vérifie qu'il n'y a pas d'impact. Donc j'ai vu ça. Et il coupe le nerf optique en plus. Ouais. C'est fascinant. T'as dit inspiré, on n'a pas pu faire ça. Pourquoi ils font ça? T'as les longs. Pourquoi ils font ça? Wow. Quoi? Okay. Oui. Du coup, ouais, pourquoi ils font ça? C'est quoi une autopsie en fait, Mathilde? En fait, le but d'une autopsie, c'est que lorsque on a un corps découvert mort où on se pose des questions. Là, c'était un homme qui avait été pendu, qui avait été retrouvé pendu dans une forêt loin de sa voiture. Donc, il y avait des suspicions. Et donc, le médecin légiste, il est là pour vérifier qu'il n'y a pas des traces de coups, d'impact autre que la strangulation, et donc vérifier les causes de la mort. Et donc, c'est vraiment son métier, vérifier les causes de la mort. Et en tant que magistrat, plus tard, on va faire peut-être juge d'instruction, procureur. Il faut qu'on soit sensibilisé aux termes médicaux. C'est pour ça qu'il fallait qu'on voit ce corps et que pendant 3 heures, le médecin légiste nous explique tous les termes médicaux. Et il faut aussi qu'on s'habitue, je pense, au sang et qu'on s'habitue à des scènes qui sont très dures visuellement parce que ça va être aussi notre quotidien. Dans tous les dossiers, on a des scènes de grande violence, on a des corps extrêmement mutilés, on a des images pédopornographiques. Le magistrat, il va vraiment voir des choses extrêmement dures, mais comme le médecin à l'hôpital. Mais je trouve que c'est important qu'on nous prépare aussi pendant notre formation. Et je pense que c'est un moment fort aussi, parce que moi, je pensais m'évanouir, par exemple, parce que je supporte pas le sang, et en fait, pas du tout. Parce que c'était tellement carré, maîtrisé, que je me suis pas du tout sentie mal. Au contraire, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais en fait, l'ENM, ce qui est bien, c'est qu'on se découvre aussi. On voit ce qu'on supporte, ce qu'on supporte pas. D'accord. Et comme tu disais, du coup, en même temps, si on est fragile comme Nassim, par exemple, du coup, on n'est pas forcément obligé de regarder ça, c'est ça? Non, on n'est pas du tout obligé. Ce qui est bien, c'est qu'à l'ENM, on a énormément de possibilités et on ne nous oblige pas à tout faire. Il y a un trop commun qu'on doit suivre, évidemment, mais on n'est pas obligé de tout faire. Et puis, on nous met vraiment, le but, c'est d'être sur le terrain. Moi, j'ai tiré avec une arme à feu d'un commissaire de police à Marseille dans un centre de tir et on m'a formé à tirer sur une cible et ça permettait de comprendre en fait à quel point c'est dur de tirer sur une gâchette. C'est quelque chose qui est vraiment dur, ça peut pas partir si facilement. Et c'est des éléments qui sont hyper importants pour nous.
Et Ouais, parce que tu vas devoir prendre des décisions qui sont hyper importantes par la suite, donc tu dois savoir ce genre de choses. Ouais. Et quand tu es à l'ENM, on te spécialise ou est-ce qu'un magistrat, ça se spécialise ensuite ou ça se spécialise pendant l'ENM? En fait, tu te spécialises pas pendant l'ENM du tout parce que quand tu commences, nous, on va avoir 40 ans de carrière, ils veulent des gens qui sont capables de remplacer, d'être hyper adaptables. Et donc, c'est pour ça que c'est la formation la plus longue du service public. On est l'école avec la formation la plus longue en France, c'est 2 ans et demi. Donc, c'est très long. Après, on est payé. Il faut savoir qu'on est payé entre 1600 net lorsqu'on est à Bordeaux, à l'ENM, et 1900 net quand on est en stage. Donc, sachant qu'on n'est pas tous à Paris, ça va. Tu vois, gagner 1900 net quand tu es à Marseille, enfin, tu peux vraiment très bien vivre. Et en fait, c'est long, mais on s'amuse comme des fous. C'est hyper intéressant. En plus, vous pouvez avoir la prime de précarité aussi. Non. Enfin, quoi que ça dépend, mais je crois pas. Non, faut pas essayer, en tout cas. J'ai une technique. Mais ok, top. Super. Super. Bah, du coup, avant de conclure, Mathilde, moi, juste une question encore une dernière sur l'ENM, c'est qu'est-ce que tu dois faire, toi, plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu nous as parlé d'être juge des enfants. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Est-ce que tu as changé d'avis? Donc moi, j'ai choisi l'ENM parce qu'on pouvait faire plein de métiers différents. Donc, juge des enfants, c'est un métier qui m'intéresse. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi beaucoup, mais ça, c'est parce que j'ai fait le SCP, être procureur, par exemple, au parquet financier à Paris. Tu vois, c'est les grandes affaires, Balkany, Fillon. Et par ma formation, par mon expérience en Côte d'Ivoire, après, en plus, j'ai fait un stage en capital risque quand j'étais à l'ESCP. L'économie, la finance, la criminalité de col blanc, c'est des choses qui sont quand même hyper intéressantes. Et ça, j'aimerais bien le faire. Tu nous oublies pas si tu nous vois passer un de ces quatre, tu nous oublies pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger s'il y a une histoire. On peut s'arranger, non? Non. On s'arrange pas. Col noir, pas col blanc. Ok, super. Mais du coup, est-ce que tu as un dernier conseil à partager à ceux qui nous regardent, soit les lycéens, soit les étudiants en droit, les étudiants qui préparent l'ENS, les étudiants qui préparent l'école de commerce? Est-ce que tu as des conseils à leur partager que tu aimerais juste, que tu aurais aimé savoir en fait, au même moment, quoi? Bah, j'ai essayé j'en ai écrit 3 parce que j'en avais 1000, donc il fallait bien choisir. Le premier, c'est que je pense qu'il faut toujours faire ce qu'on veut. Même si on te dit que voilà, ça n'a pas de débouché, il faut pas le faire. Mais si c'est vraiment ta passion, c'est dommage de s'en priver. On trouve toujours des plans pour s'arranger. Et donc, par exemple, si vous aimez le droit pénal et qu'on vous dit que le droit des affaires, tu auras plus d'opportunités, c'est vrai. Mais si c'est vraiment votre passion, bah, faites-le. C'est trop dommage à nos âges de se priver. Donc voilà, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. J'ai raté Sciences Po après le bac, j'ai raté l'ENM la première fois. J'ai réussi la seconde. Et puis, c'est difficile. On finit en position fétale dans son lit, mais on se relève et ça fait des gens encore plus résilients et aussi avec plus d'empathie parce qu'on a connu l'échec. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi de connaître l'échec et il ne faut pas en avoir honte. Et il faut pas. Et vis-à-vis de mes copains, bah, j'étais un peu gênée, mais en fait, tout le monde s'en fichait et tout le monde trouvait courageuse. Et je pense qu'il faut faire preuve de courage. Voilà. Et le troisième conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire 1000 projets très différents qui n'ont aucun lien et il faut tester. D'accord. Super clair. Bah, du coup, je rebondis justement là-dessus parce qu'il y a une question qui est hyper importante, c'est quand est-ce que tu publies ton livre sur tes 1000 vies, Mathilde? Ah voilà, gros flop celle-là. Bugué, la question Bah, était pour trop... l'instant, non mais T'as frisé, mais cassé la machine. c'est intéressant. Ouais, Merci, moi, je suis Charles, content pour qu'elle la question. Ça veut dire que c'était pas un flop. Bordel. C'était pas de ma faute. Elle commence déjà à rédiger le livre. Ça arrive. Ça arrive Trop bientôt. cool. Ça arrive bientôt. Du coup, je tiens à remercier encore Mathilde pour aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant tout ce que tu nous as partagé. Bravo. Je vois beaucoup de commentaires aussi qui te remercient pour tes conseils. Donc, c'est
C'est vraiment sympa de t'être jointe à nous aujourd'hui. Je vais te laisser la main, Bilal, pour conclure et nous parler un peu des prochaines étapes. Top, excellent. Encore une fois, merci beaucoup Mathilde, c'était vraiment top. Et je pense que tu incarnes vraiment cette résilience face à l'échec et nous, ce qu'on appelle la grinta. Du coup, c'était vraiment top de t'avoir parmi nous. Merci également aux followers et aux différentes questions que vous avez posées. J'aurai encore une requête pour toi, Mathilde, mais je préfère te la poser en public, histoire qu'il y ait un peu de pression. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas pu traiter toutes les questions sur le live. Donc, ce serait vraiment top si tu as un moment dans les jours à venir, si on peut follow-up sur et s'assurer de toutes les couvrir. Et on va revenir vers toi pour rédiger une petite synthèse avec les gros messages, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Et je pense que ça pourrait aider les followers. Et ensuite, donc, à tous les membres de l'équipe Grinta, on est en train de vous préparer, comme Mehdi le disait, du lourd, une série de lives qui vont venir sur des thèmes probablement entrepreneuriat et sport, à définir avec un peu plus de détails. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager en masse pour que ce message-là puisse aider un maximum de personnes. Et du coup, ce sera tout de mon côté. Merci encore une fois. Merci Bilal. Merci à tous et merci Mathilde. Merci Mathilde. Merci à tous. Merci à vous. Bye tout le monde. Bon dimanche. Allez. À tous. Bye.